Et à présent, nous allons voir dans cette continuité des processus de métamorphose de la manière de penser une ligne de recherche qui est dédiée à l'éthique environnementale pour juristes. Pour cela, j'ai échangé longuement d'abord avec Joran Zundle, professeur de droit public à l'université de Nancy. C'est bien ça, Joran? Lorraine. De Lorraine, l'université de Lorraine, et à qui je dois beaucoup aussi dans mon cursus universitaire. Et puis, pour tout vous dire, si cette chaire d'excellence NRS existe, c'est suite à une rencontre magique avec le professeur Oettinger, Richard Oettinger, et professeur Nicholas Robinson, qui est notre chaire emeritus, que j'ai rencontré grâce à Joran Zundle. Et donc, en discutant, nous avons créé une ligne de recherche intitulée « Éthique environnementale pour juristes » qu'il co-anime en tant que leader avec Christophe Bourriaud, philosophe, qui est enseignant quant à lui à l'université également de Lorraine. Donc Joran et Christophe, vous allez pouvoir prendre la parole, on vous voit. La parole est à vous, bienvenue. Merci d'être là. Merci beaucoup. Donc, je tiens à exprimer aussi tous mes remerciements à la chaire et plus particulièrement en la personne d'Émilie, qui est la coordinatrice. Donc, en tant que leader de cette ligne de recherche que nous avons appelée éthique environnementale pour juristes, nous vous proposons de présenter le contenu, nos objectifs. Ensuite, nous allons enchaîner avec notre travail scientifique principal, à savoir la publication d'un ouvrage collectif qui porte justement, c'est intitulé. Donc, je me permets de commencer. Donc, la thématique, éthique environnementale pour juristes, donc 3 termes. Je commence peut-être avec le terme environnemental, donc environnement. En ayant écouté les interventions précédentes, je voulais justement insister sur la différence légère, mais quand même significative entre environnement et animaux. C'est-à-dire qu'il y a une définition de l'environnement qui est différente de celle des animaux. Beaucoup de spécialistes en éthique parlent de bioculture, donc c'est tout ce qui est vivant, mais qui entre dans la culture humaine, ce qui présuppose bien évidemment cette opposition culture et monde naturel avec l'environnement. Donc, on peut considérer que traditionnellement, même si certains textes changent de perspective, notamment la Convention sur la biodiversité, mais traditionnellement, on considère l'environnement sous l'angle de la vie sauvage, ce qui veut dire que ça inclut les animaux sauvages, mais pas les animaux domestiques, au moins traditionnellement. Donc la Convention sur la biodiversité, par exemple, protège aussi les animaux ex situ, par exemple, dans les zoos ou les plantes dans les jardins botaniques. Deuxième précision, toujours à propos d'environnement, c'est un terme qui est opposé à nature, donc souvent ça se confond, il y a quand même une différence. Le terme environnement, il est plus anthropocentré, il environne quelque chose, c'est un terme qui apparaît dans les années 1970, il existait déjà avant, vous savez que ce terme existe aussi dans d'autres contextes. C'est-à-dire on est environné, donc il a été créé par rapport à l'être humain qui est dans son cœur, alors que le terme nature est plutôt conçu en faisant abstraction traditionnellement de l'être humain. Il émerge notamment à la période des romantiques, début 19e siècle. Bien que ce soit probablement un idéal, certainement on ne trouve plus d'endroit aujourd'hui sur notre planète qui n'a pas été touché par les activités humaines, rien que par les substances. On trouve partout nos substances chimiques, même dans des zones comme l'Antarctique ou dans la haute montagne complètement inhabitée.
Cela présuppose aussi qu'il y a une opposition entre culture et nature, et c'est justement l'objet de nos recherches. Est-ce que cette opposition d'un côté culture, donc sous-entendu humaine, de l'autre côté nature, sous l'angle humain, c'est considéré comme environnement, est-ce que cette opposition peut être dépassée, justement cette opposition considérée par beaucoup, et certainement à juste titre, comme étant d'origine occidentale. Beaucoup de cultures ne connaissant pas cette opposition-là. Donc ça, c'est pour cadrer un peu notre objectif, et justement à travers des visions très différentes dans l'ouvrage collectif que nous allons vous présenter par la suite. Il y a des visions différentes sur ces différents aspects. Donc, premier terme, c'était environnemental. Deuxième terme, c'est le terme éthique. Troisième terme, c'est le terme juriste. Ça sous-entend la thématique du droit. Comme Émilie là vous a expliqué, je suis spécialiste de droit. Mon collègue Christophe Courriot, il est spécialiste ou il est professeur de philosophie. Pour vous introduire peut-être, il y a un point commun entre éthique et droit. C'est deux spécialités qui sont normatives, qui s'intéressent à des normes. En revanche, les modes de production ne sont pas les mêmes. Et je donne la parole à mon collègue pour nous expliquer un peu ce qu'on entend par éthique, et peut-être aussi l'opposition par est-ce que c'est différent du terme moral. Donc, je te donne la parole, cher Christophe. Bonjour à tous et à toutes, et merci Émilie pour cette invitation. Alors oui, je vais essayer de préciser le terme d'éthique et aussi d'expliquer ce qu'on entend par éthique environnementale dans notre ouvrage. Alors, une question qu'on se pose assez souvent, c'est qu'est-ce qui distingue la morale de l'éthique? Alors en français, on a trois mots, éthique, morale, moralité. Alors qu'en anglais, il y a le terme morality et ethics. Alors, les deux premiers termes, éthique et morale, sont utilisés souvent comme des synonymes. Et il n'est même pas sûr qu'il faille vraiment les distinguer. En effet, le terme morale vient du latin mos, mores, qui est la traduction du terme grec ethos, signifiant la coutume, les mœurs. La morale, comme l'éthique, concerne les mœurs. Aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie sociale. Ainsi, on pourrait utiliser l'expression morale professionnelle pour éthique professionnelle. Ça veut dire la même chose. Dans les deux cas, il s'agit d'un ensemble de règles, de valeurs, de principes que l'on est tenu de respecter dans un champ d'activité professionnelle donné. L'éthique du médecin, l'éthique de l'enseignant, etc. On pourrait dire la morale de l'enseignant, liée à un métier particulier. Donc, dans l'usage courant et dans un premier temps, on est tenté de dire que ça signifie la même chose, la morale et l'éthique. Alors, le terme moralité, lui, il a deux sens. Premièrement, il qualifie un comportement jugé à l'aune des normes éthiques ou morales. On dira par exemple d'un homme égoïste et méchant que c'est un homme sans moralité. Agir avec moralité, c'est agir conformément à la morale ou à l'éthique. Et deuxièmement, le terme moralité désigne plus spécifiquement la conclusion morale qu'on peut tirer d'un événement ou d'un récit. En ce sens, on parle de la moralité d'une histoire, de la moralité d'un événement ou d'une expérience ou d'une fable, si on pense à La Fontaine. Alors, il y a une vingtaine, même un peu plus, il y a une trentaine d'années, le philosophe Paul Ricoeur a voulu établir une distinction entre la morale et l'éthique, et on va voir que la distinction qu'il établit a une certaine pertinence, et notamment pour notre projet. Alors, il distingue deux traditions philosophiques majeures, c'est-à-dire qu'il fonde la distinction entre l'éthique et la morale sur deux traditions philosophiques majeures
d'un côté l'éthique d'Aristote, qui est marquée par ce qu'on appelle en philosophie une perspective téléologique, c'est-à-dire du grec télos, la fin, le but, et de l'autre, donc il distingue cette éthique téléologique tournée vers la fin de l'action humaine, et de l'autre, la morale kantienne, qui, elle, se caractérise par son orientation déontologique. Déonta, ça veut dire les devoirs en grec. Donc on a une morale, une éthique tournée vers la fin, on va voir quelle est cette fin, et une morale tournée vers les devoirs que nous devons assumer envers les autres êtres humains. Kant n'envisage pas que nous ayons des devoirs envers les animaux, envers la nature. Alors, au début de l'éthique à Nicomaque, pour préciser ce que c'est que l'éthique, Aristote se demande quelle est la fin de toutes nos activités. Et il observe que chaque savoir-faire, chaque technique, chaque activité a une fin particulière. La médecine, par exemple, a pour fin la santé. L'art militaire a pour fin la victoire. L'art économique, la finance a pour fin la richesse, etc. Mais il observe que chacune de ces fins n'est pas une fin en soi. Chacune de ces fins recherchées par la médecine, l'art militaire, etc., est recherchée à titre de moyen en vue d'une fin plus haute. Si on cherche la santé ou la richesse ou le savoir ou la victoire, c'est en vue d'une fin plus haute, recherchée pour elle-même. Et cette fin, c'est ce qu'il appelle le souverain bien. Et la fin ultime, le souverain bien, qu'il nomme encore le bonheur, Aristote observe que chacun le conçoit à sa façon, qu'il y a beaucoup de conflits entre les humains parce qu'on n'a pas la même conception du bonheur, de ce que doit être le bonheur. Et alors, le propos de l'éthique, c'est précisément d'exposer les moyens d'atteindre un bonheur stable, un bonheur solide. On retrouvera la même idée chez Spinoza dans son éthique. Le but, c'est d'atteindre un bonheur auquel tout le monde puisse avoir accès, mais qui soit stable, qui ne soit pas fuyant, qui ne soit pas un bonheur ponctuel. Et pour cela, Aristote propose un certain nombre de recommandations. La première, et c'est le rôle de l'éducation, c'est de nous faire découvrir quelles sont nos dispositions naturelles, ce pourquoi on est fait. Il y en a qui sont des médecins en puissance, qui sont faits pour devenir médecins, d'autres qui sont faits pour devenir des artisans. Donc, il faut découvrir les dispositions naturelles qui vont nous permettre, par l'exercice, par le travail, d'atteindre une compétence, d'actualiser cette compétence et d'en tirer un certain plaisir. Et d'autre part, nous devons acquérir des vertus intellectuelles et morales qui rendent possible une vie sociale harmonieuse et riche, au sein de laquelle l'actualisation des dispositions naturelles devient possible. Par exemple, si au cours de mon éducation, je découvre que j'ai des dispositions pour les sciences, l'éthique m'incite à actualiser ces dispositions par l'exercice afin de devenir savant dans tel ou tel domaine. Et l'acquisition des vertus intellectuelles requises pour devenir savant, par exemple, vertu intellectuelle, c'est la capacité d'autocritique, c'est la patience, c'est l'effort, etc. L'acquisition de ces vertus intellectuelles exige de la pratique, du temps. Mais pour atteindre cette fin, qui est l'actualisation de nos dispositions naturelles, nous devons également acquérir certaines vertus morales. Le courage, l'ouverture aux autres, la capacité de se critiquer, d'accepter les remarques, d'accepter les recommandations. La tempérance, si vous vivez de manière intempérante, vous ne pourrez pas fournir l'effort nécessaire pour actualiser vos dispositions. Donc, les vertus acquises qui sont nécessaires à l'actualisation de nos dispositions sont toutes, observe Aristote, des intermédiaires entre deux excès. Ce qu'il appelle la vertu, c'est toujours un intermédiaire, un médium, on pourrait dire, entre deux excès. Par exemple, la vertu de courage, le courage, c'est un intermédiaire entre la lâcheté, qui est un manque de courage, et la témérité,
qui est un excès de courage. Alors, l'acquisition des vertus présente donc l'éthique, c'est la théorie qui nous enseigne quelles vertus nous devons acquérir pour atteindre le bonheur. Et l'acquisition des vertus présente un double avantage. Elles permettent à l'individu d'atteindre sa fin propre dans la société, trouver sa place dans la société en découvrant l'activité ou les activités qui correspondent à ses dispositions naturelles. Et elle permet également, par l'acquisition des vertus dites morales, d'instaurer avec autrui, avec les autres hommes, avec nos concitoyens, des rapports pacifiés, des rapports d'entraide, des rapports féconds. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la conception ancienne de l'éthique, les vertus ne sont qu'un moyen. La fin, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, on dirait aujourd'hui, des individus au sein de la société. Tandis que pour la morale kantienne, les vertus sont des devoirs, c'est-à-dire ce sont des buts que nous devons nous fixer, assumer nos devoirs moraux, indépendamment de la recherche du bonheur. Donc c'est ça qui fait la différence, selon Paul Ricoeur, entre la morale et l'éthique, c'est que la morale est une théorie des devoirs séparée, coupée de la recherche d'un bonheur individuel ou collectif. Donc selon lui, selon Kant, la morale doit mettre de côté la recherche du bonheur individuel, car tant que nous agissons en vue de notre bonheur, selon Kant, nous agissons de manière intéressée et d'une certaine manière égoïste. Pour Kant, celui qui cherche son bonheur ne peut pas être quelqu'un de moral. L'attitude morale nous hisse au-delà, au-dessus de la recherche de la satisfaction de nos intérêts ou de nos inclinations individuelles. Donc, l'attitude morale est une attitude désintéressée, nous dit Kant, à travers laquelle l'homme cherche à accomplir non pas son bonheur, mais le bien moral. Alors, qu'est-ce que c'est que le bien moral pour Kant? C'est le comportement conforme à ce qu'il appelle la loi morale. Et qu'est-ce que c'est que la loi morale? C'est une simple exigence d'universalité. C'est-à-dire, Kant nous dit, pour agir moralement, il faut se demander si notre maxime d'action pourrait être universalisée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si tout le monde faisait comme moi? Si tout le monde faisait comme moi, est-ce que je pourrais continuer à appliquer cette maxime? Il prend l'exemple du mensonge. Si j'ai pour maxime d'action de mentir pour me tirer d'embarras ou pour éviter des tensions, est-ce que c'est une attitude morale? Non, parce que si tout le monde ment pour se tirer d'embarras, alors il est plus possible de continuer de mentir, parce que personne ne me croira. Dans un monde où tout le monde ment, la confiance mutuelle entre les hommes est sapée et ça n'a plus aucun sens de continuer à mentir. Alors, il faut peut-être observer que Kant ne veut pas dire par là que le mensonge doit être en toutes circonstances banni. Parfois, ça peut être pertinent de mentir à un patient qui souffre ou de mentir à un élève qui n'est pas très doué. On va un peu relever sa note en lui disant c'est bien, etc. Ce qui veut dire, c'est que pour lui, ce n'est pas de l'ordre de la morale. Ce qui est de l'ordre de la morale, c'est uniquement les principes d'action qui peuvent être universalisés sans devenir absurdes. C'est-à-dire, je peux continuer à les appliquer dans un monde où tout le monde les appliquerait. Et selon lui, il ne faut pas simplement agir conformément à la loi morale, il faut aussi agir par respect pour la loi morale, c'est-à-dire en reconnaissant qu'elle est un bien. Alors, par exemple, ce critère, nous dit Kant, nous permet de faire un tri. Si j'ai un principe d'action qui ne peut pas être universalisé, c'est-à-dire que je ne peux pas continuer d'appliquer dans une société où tout le monde l'applique, c'est qu'il n'a pas de valeur morale. Il a découvert ce critère qui est assez fonctionnel. Et au contraire, par exemple, il prend l'exemple de la bienveillance envers autrui. Aider ceux qui souffrent, porter assistance morale ou matérielle à ceux qui sont dans la peine. Kant nous dit, on peut très bien concevoir un monde où tout le monde pratique la bienveillance, eh bien, néanmoins, ce ne sera pas absurde de continuer à la pratiquer dans un monde où tout le monde la pratique. Il y aura toujours des personnes en souffrance, suite à des chagrins, suite à des décès de proches, suite à la maladie, etc. Donc la bienveillance garde tout son sens, même dans une société où tout le monde pratiquerait la bienveillance. Donc c'est un principe d'action qui a une valeur morale.
à partir de cette loi morale donc, qui prône d'appliquer les maximes d'action qui peuvent être universalisées sans contradiction, hein, Kant déduit dans sa doctrine de la vertu un certain nombre de devoirs. Les devoirs envers nous-mêmes, les devoirs envers autrui, mais il n'envisage pas, et c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché, que nous ayons des devoirs envers les animaux. Ou du moins, il dit que nous devons ne pas infliger des souffrances inutiles aux animaux parce que agir de manière cruelle est un mauvais exemple pour les autres hommes. C'est-à-dire que c'est toujours par référence à l'humain qu'il faut avoir une attitude correcte envers les animaux. Ce n'est pas du tout par respect pour les animaux. C'est que si je cède à une forme de cruauté envers les animaux, je vais perdre mon sens moral, je vais perdre mon empathie et je serai moins à même d'appliquer la moralité envers autrui, hein, d'être bienveillant envers autrui, et en plus je donne un mauvais exemple aux autres hommes. Donc les arguments par lesquels Kant justifie que nous devons nous comporter correctement avec les animaux ne prend absolument pas en compte la nature des vivants, la nature des animaux, qui sont considérés par lui comme des choses. Kant, c'est celui qui distingue les personnes et les choses. Et c'est une distinction qu'on retrouve dans le droit. Donc, on voit bien que l'éthique d'Aristote et la morale de Kant présentent des orientations distinctes. La première étant centrée sur le bonheur, la seconde sur les devoirs que nous devons assumer en tant que personnes raisonnables. Reste que dans le langage courant, aujourd'hui encore, les termes d'éthique et de morale sont le plus souvent employés comme synonymes. D'ailleurs, Paul Ricoeur lui-même concède que rien n'impose d'utiliser la distinction qu'il propose, mais il pense que c'est utile de garder à l'esprit cette distinction selon les contextes pour exprimer qu'est-ce qu'on veut développer comme idée. Est-ce qu'on se pose la question du bonheur collectif ou est-ce qu'on se pose la question des devoirs que nous devons assumer envers les hommes ou éventuellement envers les vivants, hein? Ça permet de préciser un petit peu le sens de notre réflexion éthique ou morale. Alors, l'éthique environnementale, telle que nous la concevons, hein, dans l'ouvrage, articule l'une à l'autre l'éthique au sens d'Aristote, c'est-à-dire la recherche d'une vie bonne et heureuse, mais elle intègre également la morale comme théorie. Dans nos rapports avec autrui, avec la nature. Mais aussi en montrant que cette question est liée quand même à une théorie des devoirs. Des devoirs envers autrui, mais aussi des devoirs envers la nature. On ne peut pas séparer les deux. Alors, le principal obstacle auquel se heurte l'idée d'éthique environnementale, c'est le reproche qui vient aussi bien de certains juristes que de certains philosophes, qui restent à une conception kantienne et qui disent que l'éthique, le terme d'éthique ou le terme de morale, ne vaut que pour les rapports interpersonnels, que pour des rapports entre des personnes. C'est pour ça que c'est très intéressant la démarche qui va attribuer la personnalité à des entités naturelles. Ça va être un moyen de contourner l'objection, même si elle va susciter de nombreuses critiques. Jusqu'à une date récente, comme vous le savez, les rapports éthiques ou moraux concernent ou désignent uniquement les rapports entre les personnes humaines. Or, l'éthique environnementale considère que nous avons des devoirs envers les entités naturelles qui ne sont pas des personnes. Comment peut-elle justifier ce bouleversement? C'est ça un des fils conducteurs, peut-être le fil conducteur principal de l'ouvrage. Comment peut-on être non humains qui ne remplissent aucun devoir envers nous? Au nom de quoi peut-on justifier l'idée que nous ayons des devoirs envers des êtres non humains ou encore envers des êtres non encore nés, hein, si on pose la problématique des générations futures? Telle est l'une des questions directrices, je le disais, de l'ouvrage, dont les réponses s'adressent certes de manière privilégiée aux juristes, mais peuvent aussi intéresser les philosophes. Voilà, c'en est fini pour ce point.
Très bien, donc je vais enchaîner avec le volet droit parce que c'est l'éthique environnementale pour juristes. Hein. Donc, d'une manière simplifiée, on peut dire les juristes, c'est les spécialistes du droit. Donc, ce qui suppose, mais je vais être très bref sur ce point-là, une définition du droit objectif hein, au moins. Alors, le droit peut être déduit hein, donc de la pratique, c'est les praticiens, hein, d'une manière empirique, on peut dire le droit, c'est toutes les spécialités du droit. Hein. Donc souvent, on a tendance à expliquer ainsi aux étudiants de première année. Logiquement, en revanche, il faudra adopter une démarche qui part d'un grand principe. Hein, et donc là, on peut dire oui, mais le droit, il doit s'expliquer par un grand principe abstrait. Donc ça peut être dans un sens positiviste, hein, donc il peut s'agir des pratiques. Donc là, vous voyez tout de suite que sur cet aspect-là, les opinions des juristes divergent. Hein, il y a des écoles, des théories différentes. Donc c'est les pratiques sociales, hein, donc c'est la consécration des pratiques sociales. Première théorie positiviste. Deuxième théorie positiviste, c'est le positivisme volontariste, c'est la volonté de l'État hein, qui détermine le droit. Troisième théorie volontariste, c'est le Kelsen, hein, une norme fondamentale. Mais il y a aussi les théories, et notre livre, à travers son intitulé, se raccroche plutôt à ces théories-là, qu'on part d'une idée du droit. C'est-à-dire qu'on entre dans ce qu'on appelle plutôt le justnaturalisme. Donc le justnaturalisme, on a aussi trois grandes tendances qu'on peut distinguer. Pourquoi ça s'appelle droit naturel hein, ça vient de nouveau d'Aristote, parce qu'il dit le droit doit être conforme à ce qu'on observe dans la nature. Hein, donc c'est de là qu'on a l'idée de droit naturel. Donc, conformité avec les lois de la nature. Ce qu'on trouve dans certaines conceptions non occidentales aussi encore aujourd'hui, même si dans le monde occidental, on considère que cette vision, elle est dépassée. Deuxième justnaturalisme, il est d'origine religieuse, hein, donc c'est aussi extérieur à l'être humain. Chez Aristote, c'était la nature. Dans la vision religieuse, c'est Dieu hein, ou des entités divines. Troisième école, c'est le justnaturalisme rationaliste. C'est-à-dire, là, on regarde à l'intérieur de l'esprit humain et il faut que ce soit rationnel. Ce qui veut dire, notre idée dans le livre, c'est de dire, oui, mais le droit, il ne peut pas être positiviste, il doit être inspiré par des idées extérieures qui s'imposent au droit. Sinon, on n'aurait pas pu appeler cet ouvrage éthique environnementale pour juristes. Donc, c'est le postulat que pour nous qu'il faut une éthique qui inspire le droit, qu'on ne peut pas répondre seulement au volontarisme étatique ou la volonté sociale. Si tout le monde mange la viande d'animaux maltraités, ça ne veut pas dire que c'est acceptable, même si socialement, tout le monde procède, ou une majorité de la société procède de cette manière. Si on détruit la nature, majoritairement, on est d'accord parce qu'on en profite. Sociologiquement, donc ça peut justifier une norme, ça peut être endossé par la volonté étatique. Sur le plan éthique, c'est pas forcément acceptable. Voilà, donc ça c'est un peu notre orientation. Il ne reste plus beaucoup de temps, je regarde l'heure, donc on a encore 2 ou 3 minutes. Donc dans le temps qui reste, je vais juste vous proposer notre plan, c'est-à-dire on a à peu près une trentaine de contributions du monde entier. Malheureusement, notre communication n'a pas réussi à réunir énormément de communications extra-européennes. Il y en a, mais à notre avis, pas suffisantes de contributions sur ce point-là. Mais quand même, c'est très varié. Donc, on a une trentaine de contributions. L'idée, c'était de faire de suivre une procédure d'appel à proposition pour combiner, pour donner une chance à la fois à des jeunes chercheuses et chercheurs, donc on a des doctorantes et des doctorants, des jeunes titulaires de l'enseignement, et en même temps, on a aussi des personnes, des juristes et des philosophes expérimentés et réputés. Donc, c'est un bon mélange. L'idée, c'est de combiner manuel
donc, on a une belle introduction, une belle communication introductive d'un philosophe, grand spécialiste de philosophie, comme lui il l'appelle, environnementale, donc qui introduit à l'éthique environnementale. Et ensuite, on a aussi des thématiques particulières. Donc, je vais juste vous présenter les 4 chapitres qui structureront notre livre. Et après, je crois, notre temps est fini. Donc, première grande thématique, c'est les fondements de l'éthique environnementale et de la protection de l'environnement. Donc, on s'interroge sur les fondements éthiques qui justifient la protection de l'environnement. Au regard de ce que Christophe a dit, vous imaginez que je vous ai expliqué qu'il y a plusieurs courants pour justifier le droit, mais il y a autant de courants en philosophie pour justifier l'éthique environnementale. Donc, nous n'avons pas forcément une seule position qui est défendue dans le livre. Donc, on aura plusieurs propositions de fondement de la protection de l'environnement. Deuxième chapitre, quels principes? Donc, les principes, ce sont les axiomes qui sont à l'origine de la protection de l'environnement, qui seront donc présentés dans le deuxième chapitre. Le troisième chapitre est consacré au statut. Donc, quel statut ici pour le monde naturel? Christophe a annoncé l'idée de la personnalisation d'éléments de la nature. Comme il s'agissait d'une procédure d'appel à proposition, il y avait énormément de propositions. Ça reflète un peu les préoccupations des chercheuses et des chercheurs. Il y avait énormément de contributions qui s'interrogent sur le statut des éléments de la nature, de l'animal, d'éléments naturels. Donc, ici, un certain nombre de communications qui justifient un chapitre entier, donc en raison des réponses qu'on a reçues, qui vont traiter du statut du monde naturel, et un dernier chapitre où nous avons regroupé des propositions concrètes. Donc, c'est intitulé « L'éthique environnementale appliquée, quelles solutions ?» Et là, nous avons des contributions très concrètes qui vont des finances publiques, de l'approche conservationniste, jusqu'à l'opposition entre droit de la protection des animaux par opposition au droit de la protection de l'environnement, également une contribution sur le rôle de la monnaie, par exemple, sur le rôle de l'exploitation du travail. Donc, nous avons ici des propositions très concrètes. Donc, nous sommes très contents d'avoir pu contribuer à cet axe de la chaire qui contribue au terme terre, donc la chaire pour la paix de Normandie, pour la paix, vise aussi la situation sur notre terre. Donc, c'est un aspect qui contribue sur ce bien vivre entre tous les vivants, tous les êtres vivants sur notre terre. Et donc, nous avons relu toutes les contributions qui sont d'une excellente qualité. Nous avons la chance énorme et nous remercions énormément la chaire de pouvoir publier cet ouvrage en 3 langues. Donc, il y aura le même ouvrage Donc, c'est une éthique qui doit fonder les règles juridiques, une éthique qui défend l'environnement, même si les visions sur la manière de protéger l'environnement diffèrent. C'est plein de chemins sur une colline, mais qui arrivent au même sommet. Donc, même si nos visions pour protéger diffèrent, l'objectif final est le même. Donc, nous rejoignons finalement sur la colline. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Félicitations, Johan et Christophe. Alors, ce que
Je vais reprendre un passage parce que ça a été coupé. Donc, c'est un ouvrage de référence et de pure recherche, un dialogue entre philosophes et juristes pour repenser l'éthique environnementale et l'enrichir, publié en 3 langues dans la collection de la chaire d'excellence Normandie pour la paix aux éditions Marais Martin, en anglais, en français et en espagnol. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous deux travaillent énormément. Ce sont de courtes nuits, un été très court pour finaliser en temps les manuscrits. Et pour ma part, j'ai eu l'honneur d'écrire dedans avec Adrien Coumans, qui a pris la parole ce matin, Joe Baker, que vous avez vu en ligne, qui est descendant direct des grands chefs Lénapé, et Éric Julien, qui consacre sa vie depuis 37 ans à travailler avec les peuples Kogi. Et nous avons proposé justement une éthique environnementale complètement nouvelle, qui est de partir des lois de la nature, et non plus des lois pensées par les hommes pour régir la nature, ce qui fait partie d'une dynamique de décolonialisation de la pensée, décolonialité. Et c'est le sujet de thèse que j'ai formulé, qui est financé par la chaire d'excellence Normandie pour la paix. La doctorante ayant souhaité sortir du dispositif ne sera pas là.